Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, nous allons partir avec un des premiers romans naturalistes, à savoir Germinie Lacerteux des frères de Goncourt. Nous en sommes au début de cet ouvrage où nous faisons le portrait de la maîtresse de cette fameuse Germinie. Nous en sommes donc à peu près aux 40 ans de Mademoiselle de Varandeuil, la maîtresse dont nous parlions, qui vient de quitter son frère, revenu des Amériques parce qu'elle ne s'entend pas avec la femme de ce dernier. Elle ne s'éloigna pas trop pour être encore à la portée de son frère, le soigner s'il était malade, le voir, le rencontrer. Mais il lui restait un vide au cœur et dans la vie. Elle avait commencé à voir sa famille depuis la mort de son père. Elle s'en rapprocha, laissa revenir à elle les parents que la Restauration remettait en haute et puissante position, alla à ceux que le pouvoir nouveau laissait petits et pauvres. Mais surtout, elle revint à sa chère poule et à une autre petite cousine mariée elle aussi et devenue la belle-sœur de la poule. Son existence alors, avec ses relations, se régla singulièrement. Jamais Mademoiselle de Varandeuil n'allait dans le monde en soirée, au spectacle. Il fallut l'éclatant succès de Mademoiselle Rachel pour la décider à mettre les pieds dans un théâtre. Encore ne s'y risqua-t-elle que 2 fois. Jamais elle n'acceptait un grand dîner. Mais il y avait 2 ou 3 maisons où, comme chez la poule, elle s'invitait à l'improviste quand il n'y avait personne. « Bichette, disait-elle sans façon, ton mari et toi, vous ne faites rien ce soir. Je reste à manger votre fricot. » À 8 heures, régulièrement, elle se levait et quand le mari prenait son chapeau pour la reconduire, elle le lui faisait tomber des mains avec un « Allons donc, mon cher, une vieille bique comme moi. Mais c'est moi qui fais peur aux hommes dans la rue. » Et puis on restait 10 jours, 15 jours sans la voir. Mais arrivait-il un malheur, une nouvelle de mort, une tristesse dans la maison? Un enfant tombait-il malade? Mademoiselle de Varandeuil l'apprenait toujours à la minute. On ne savait d'où. Elle arrivait en dépit de tout, du temps et de l'heure, donner un grand coup de sonnette à elle. On avait fini par l'appeler le coup de sonnette de la cousine. Et en 1 minute, débarrassée de son parapluie qui ne la quittait pas, dépêtrée de ses socques, son chapeau jeté sur une chaise, elle était toute à ceux qui avaient besoin d'elle. Elle écoutait, elle parlait, elle relevait les courages avec je ne sais quel accent martial, une langue énergique à la façon des consolations militaires et chaude comme un cordial. Si c'était un petit qui n'allait pas bien, elle arrivait droite à son lit, riait à l'enfant qui n'avait plus peur, bousculait le père et la mère, allait, venait, ordonnait, prenait la direction de tout, manier les sangsues, arrangeait les cataplasmes, ramenait l'espérance, la gaieté, la santé au pas de charge. Dans toute sa famille, la vieille demoiselle tombait aussi providentiellement, soudainement, au jour de peine, d'ennui, de chagrin. On ne la voyait que quand il fallait ses mains pour guérir, son dévouement pour consoler. C'était une femme impersonnelle, pour ainsi dire, à force de cœur, une femme qui ne s'appartenait point. Dieu ne semblait l'avoir faite que pour la donner aux autres. Son éternelle robe noire qu'elle s'obstinait à porter, son châle usé et retint, son chapeau ridicule, sa pauvreté de mise était pour elle le moyen d'être, avec sa petite fortune riche à faire le bien, dépensière en charité, la poche toujours pleine pour donner aux pauvres non de l'argent, elle craignait le cabaret, mais un pain de 4 livres qu'elle leur payait chez le boulanger. Et puis, avec cette misère-là, elle se donnait encore son plus grand luxe, la joie des enfants de ses amis qu'elle comblait d'étrennes, de cadeaux, de surprises, de plaisirs. Y en avait-il un, par exemple, que sa mère, absente de Paris, avait laissé à la pension par un beau dimanche d'été, et le gamin, de dépit, s'était-il fait mettre en retenue?
Il était tout étonné de voir au coup de 9 heures déboucher dans la cour la cousine agrafant encore la dernière agrafe de sa robe tant elle s'était pressée. Et quelle désolation en la voyant. Ma cousine, disait-il piteusement avec une de ces rages où l'on a à la fois envie de pleurer et de tuer son pion. C'est que je suis en retenue. En retenue. Ben oui, en retenue. Et tu crois que je me serais décarcassée comme ça? Est-ce qu'il se fiche de moi, ton maître de pension, ou est-ce ce magot-là que je lui parle? Tu vas t'habiller en attendant et vite. Et l'enfant n'osait encore espérer qu'une femme aussi mal mise eût la puissance de faire lever une retenue quand il se sentait pris par le bras. C'était la cousine qui l'enlevait, le jetait en voiture, tout étourdu et confondu de joie, et l'emmenait au bois de Boulogne. Elle les faisait promener à Anne toute la journée en poussant la bête avec une branche cassée et en criant « Hue !» Puis après un bon dîner chez Borne, elle le ramenait. Et sous la porte cochère de la pension, en l'embrassant, elle lui mettait dans la main une large pièce de 100 sous. Étrange vieille fille. Les épreuves de toute son existence, le mal de vivre, les éternelles souffrances de son corps, une si longue torture physique et morale l'avaient comme détachée et mise au-dessus de la vie. Son éducation, ce qu'elle avait vu, le spectacle de l'extrémité des choses, la Révolution l'avait formée au dédain des misères humaines. Et cette vieille femme à laquelle ne restait que le souffle s'était élevée à une sereine philosophie, à un stoïcisme mâle, hautain, presque ironique. Quelquefois, elle commençait à s'emporter contre une douleur un peu trop vive, puis brusquement, au milieu de sa plainte, elle se jetait à elle-même un mot de colère et de raillerie sur lequel sa figure même s'apaisait. Elle était gaie d'une gaieté de source jaillissante et profonde, la gaieté ou de la vieille sœur d'hôpital, la gaieté des dévouements qui ont tout vu du vieux soldat ou de la vieille sœur d'hôpital. Excellemment bonne, quelque chose pourtant manquait à sa bonté. C'était le pardon. Jamais elle n'avait pu fléchir ni plier son caractère jusque-là. Un froissement, un mauvais procédé, un rien qui atteignit son cœur l'a blessée pour toujours. Elle n'oubliait pas. Le temps, la mort même, ne désarmait pas sa mémoire. De religion, elle n'en avait pas. Née à une époque où la femme s'en passait, elle avait grandi dans un temps où il n'y avait pas d'église. La messe n'existait pas quand elle était jeune fille. Rien ne lui avait donné l'habitude ni le besoin de Dieu. Et elle avait toujours gardé pour les prêtres une espèce de répugnance haineuse qui devait tenir à quelque secrète histoire de famille dont elle ne parlait jamais. Pour toute foi, toute force et toute piété, elle avait l'orgueil de sa conscience. Elle jugeait qu'il suffisait de tenir à l'estime de soi-même pour bien faire et ne jamais faillir. Elle était tout entière formée ainsi singulièrement par les 2 siècles où elle avait vécu, mélangée de l'un et de l'autre, trempée aux 2 courants de l'Ancien Régime et de la Révolution. Depuis Louis XVI, qui n'était pas monté à cheval au 10 août, elle n'estimait plus les rois, mais elle détestait la canaille. Elle voulait l'égalité, et elle avait horreur des parvenus. Elle était républicaine et aristocrate, mêlait le scepticisme aux préjugés, l'horreur de 93 qu'elle avait vue aux vagues et généreuses idées de l'humanité qui l'avait bercée. Ses dehors étaient tout masculins. Elle avait la voix brusque, la parole franche, la langue des vieilles femmes du XVIIIe siècle, relevée d'un accent de peuple, une élocution à elle garçonnière et colorée passant par-dessus la pudeur des mots et hardie à appeler les choses par leur nom cru. Cependant, les années passaient emportant la Restauration et la monarchie de Louis-Philippe. Elle voyait un à un tous ceux qu'elle avait aimés s'en aller, toute sa famille prendre le chemin du cimetière. La solitude se faisait autour d'elle
et elle restait étonnée et triste que la mort l'oubliât. Elle qui aurait si peu résisté, elle déjà tout inclinée vers la tombe, et obligée de baisser son cœur vers les petits-enfants amenés à elle par les fils et les filles des amis qu'elle avait perdus. Son frère était mort, sa chère poule n'était plus, la belle-sœur de la poule, seule, lui restait. Mais c'était une existence qui tremblait, prête à s'envoler. Foudroyée par la mort d'un enfant attendu pendant des années, la pauvre femme se mourait de la poitrine. Mademoiselle de Varandeuil se chambra avec elle tous les jours, de midi à 6 heures pendant 4 ans. Elle vécut à côté d'elle tout ce temps, dans l'air renfermé et l'odeur des fumigations. Sans se laisser arrêter 1 heure par la goutte, les rhumatismes, elle apporta son temps, sa vie à cette agonie si douce qui regardait le ciel où sont les enfants morts. Et quand au cimetière, mademoiselle de Varandeuil eut baisé le cercueil de la morte pour l'embrasser une dernière fois, il lui sembla qu'il n'y avait plus personne autour d'elle et qu'elle était toute seule sur la terre. De ce jour, cédant aux infirmités qu'elle n'avait plus de raison pour secouer, elle s'était mise à vivre de la vie étroite et renfermée des vieillards qui usent à la même place le tapis de leur chambre, ne sortant plus, ne lisant plus guère à cause de la fatigue de ses yeux et restant le plus souvent enfoncée dans son fauteuil à revoir et à revivre le passé. Elle gardait des journées la même position, les yeux ouverts et rêvant loin d'elle-même, loin de la chambre et de l'appartement, allant où ses souvenirs la menaient, à des visages lointains, à des lieux effacés, à des têtes chéries et pâles, perdues dans une somnolence solennelle que Germinie respectait en disant « Mademoiselle est dans ses réflexions ». Un jour, pourtant, toutes les semaines, elle sortait. C'était même pour cette sortie, pour être plus près de l'endroit où elle voulait aller ce jour-là, qu'elle avait quitté son appartement de la rue Taitbout et qu'elle était venue se loger rue de Laval. Un jour, chaque semaine, sans que rien pût l'en empêcher, même la maladie, elle allait au cimetière Montmartre, là où reposaient son père, son frère, les femmes qu'elle regrettait, tous ceux qui avaient fini de souffrir avant elle. Des morts et de la mort, elle avait un culte presque antique. La tombe lui était sacrée, chère et amie. Elle aimait pour l'attendre et être prête à son corps, la terre d'espérance et de délivrance où dormaient les siens. Ce jour-là, elle partait de bonne heure avec sa bonne qui lui donnait le bras et portait un pliant. Près du cimetière, elle entrait chez une marchande de couronnes qui la connaissait depuis de longues années et qui, l'hiver, lui apportait sa chaufferette sous les pieds. Là, elle se reposait quelques instants. Puis, chargeant Germinie de couronnes d'immortelle, elle passait la porte du cimetière, prenait l'allée à gauche du cèdre de l'entrée et faisait lentement son pèlerinage de tombe en tombe. Elle jetait les fleurs flétries, balayait les feuilles mortes, nouait les couronnes, s'asseyait sur son pliant, regardait, songeait, détachait du bout de son ombrelle distraitement une moisissure de mousse sur la pierre plate. Puis elle se levait, se retournait comme pour dire au revoir à la tombe qu'elle quittait, allait plus loin, s'arrêtait encore, causait tout bas, comme elle l'avait déjà fait, avec ce qui dormait de son cœur sous cette pierre. Et sa visite ainsi faite à tous les morts de ses affections, elle revenait lentement, religieusement, s'enveloppant de silence et comme ayant peur de parler. 3. Dans sa rêverie, mademoiselle de Varandeuil avait fermé les yeux. La parole de la bonne s'arrêta, et le reste de sa vie qui était sur ses lèvres ce soir-là rentra dans son cœur. La fin de son histoire était ceci. Lorsque la petite Germinie Lacerteux était arrivée à Paris, n'ayant pas encore 15 ans,
Ses sœurs, pressées de lui voir gagner sa vie et de lui mettre son pain à la main, l'avaient placée dans un petit café du boulevard où elle servait à la fois de femme de chambre à la maîtresse du café et d'aide aux garçons pour les gros ouvrages de l'établissement. L'enfant, sorti de son village et tombé là brusquement, se trouva dépaysé, tout effarouché dans cette place, dans ce service. Elle sentait le premier instinct de ses pudeurs et la femme qu'elle allait être frissonnée à ce contact perpétuel avec les garçons, à cette communauté de travail, de repas, d'existence avec des hommes. Et chaque fois qu'elle avait une sortie et qu'elle allait chez ses sœurs, c'était des pleurs, des désespoirs, des scènes où, sans se plaindre précisément de rien, elle montrait comme une terreur de rentrer, disant qu'elle ne voulait plus rester là, qu'elle s'y déplaisait, qu'elle aimait mieux retourner chez eux. On lui répondait qu'elle avait déjà coûté assez d'argent pour venir, que c'était des caprices, qu'elle était très bien là où elle était, et on la renvoyait au café tout en larmes. Elle n'osait dire tout ce qu'elle souffrait à côté de ces garçons de café. Effrontés, blagueurs cyniques nourris de restes de débauche, salis de tous les vices qu'ils servent et mêlant au fond d'eux les pourritures d'un arlequin d'orgie. À toute heure, elle avait à subir les lâches plaisanteries, les mystifications cruelles, les méchancetés de ces hommes heureux d'avoir leur petit martyr dans cette petite fillette sauvage ne sachant rien, l'air malingre et opprimée, peureuse et ombrageuse, maigre et pitoyablement vêtue de ses mauvaises petites robes de campagne. Étourdie, comme assommée sous ce supplice de toutes les heures, elle devint leur souffre-douleur. Il se jouait de ses ignorances, il la trompait et l'abusait par des farces, il l'accablait sous la fatigue, il l'hébétait de risées continues et impitoyables qui poussaient presque à l'imbécilité de cette intelligence ahurie. Puis encore, il la faisait rougir de choses qu'il lui disait et dont elle se sentait honteuse sans les comprendre. Il touchait avec des demi-mots d'ordure à la naïveté de ses 14 ans et il s'amusait à mettre les yeux de sa curiosité d'enfant à la serrure des cabinets. La petite voulait se confier à ses sœurs, elle n'osait. Comme avec la nourriture, il lui venait un peu de chair au corps, un peu de couleur aux joues, une apparence de femme, les libertés augmentaient et s'enhardissaient. Il y avait des familiarités, des gestes, des approches auxquelles elle échappait et dont elle se sauvait pure, mais qui altéraient sa candeur en effleurant son innocence. Rudoyée, grondée, brutalisée par le maître de l'établissement, habitué à abuser de ses bonnes et qui lui en voulait de n'avoir ni l'âge ni l'étoffe d'une maîtresse, elle ne trouvait un peu d'appui, un peu d'humanité qu'auprès de sa femme. Elle se mit à aimer cette femme avec une sorte de dévouement animal et à lui obéir avec des docilités de chien. Elle faisait toutes ses commissions sans réflexion ni conscience. Elle allait porter ses lettres à ses amants et elle était adroite à les porter. Elle se faisait agile, leste, ingénument rusée pour passer glissée, filer entre les soupçons éveillés du mari et sans trop savoir ce qu'elle faisait, ce qu'elle cachait. Elle avait une méchante petite joie d'enfant et de singe à se dire vaguement qu'elle faisait un peu de mal à cet homme et à cette maison qui lui en faisait tant. Il se trouvait aussi parmi ses camarades un vieux garçon du nom de Joseph qui la défendait, la prévenait des méchants tours complétés contre elle et arrêtait, quand elle était là, les conversations trop libres avec l'autorité de ses cheveux blancs et d'un intérêt paternel. Cependant, l'horreur de cette maison croissait chaque jour pour Germinie. Une semaine, ses sœurs furent obligées de la ramener de force au café. À quelques jours de là, comme il y avait une grande revue au Champ de Mars, les garçons eurent congé pour la journée. Il ne resta que Germinie et le vieux Joseph. Joseph était occupé dans une petite pièce noire à arranger du linge sale. Il dit à Germinie de venir l'aider. Elle entra, cria, tomba, pleura, supplia, lutta, appela désespérément. La maison vide resta sourde. Revenue à elle, Germinie courut s'enfermer dans sa chambre. On ne la revit plus de la journée. Le lendemain,
Quand Joseph voulut lui parler et s'avança vers elle, elle eut un recul de terreur. Un geste égaré et une épouvante folle. Longtemps, toutes les fois qu'un homme s'approchait d'elle, elle se retirait involontairement d'un premier mouvement brusque, frémissante et nerveux, comme frappée de la peur d'une bête éperdue qui cherche par où se sauver. Joseph, qui craignait qu'elle ne le dénonçât, se laissa tenir à distance et respecta l'affreux dégoût qu'elle lui montrait. Elle devint grosse. Un dimanche, elle avait été passer la soirée chez sa sœur la portière. Après des vomissements, elle se trouva mal. Un médecin, locataire de la maison, prenait sa clé dans la loge. Les deux sœurs apprirent par lui la position de leur cadette. Les révoltes d'orgueil intraitables et brutales qu'à l'honneur du peuple, les sévérités implacables de la dévotion éclatèrent chez les deux femmes en colère indignée. Leur confusion se tourna en rage. Germinie reprit connaissance sous leurs coups, sous leurs injures, sous les blessures de leurs mains, sous les outrages de leur bouche. Et il y avait là son beau-frère qui ne lui pardonnait pas l'argent qu'avait coûté son voyage et qui la regardait d'un air goguenard avec une joie sournoise et féroce d'Auvergnat, avec un rire qui mit aux joues de la jeune fille plus de rouge encore que les soufflets de ses sœurs. Elle reçut les coups, elle ne repoussa pas les injures. Elle ne chercha ni à se défendre ni à s'excuser. Elle ne raconta point comment les choses s'étaient passées et combien peu il y avait de sa volonté dans son malheur. Elle resta muette. Elle avait une vague espérance qu'on la tuerait. Sa sœur aînée, lui demandant s'il n'y avait pas eu de violence, lui disant qu'il y avait des commissaires de police, des tribunaux, elle ferma les yeux devant l'idée horrible d'étaler sa honte. Un instant seulement, lorsque le souvenir de sa mère lui fut jeté à la face, elle eut un regard, un éclair des yeux dont les deux femmes se sentirent la conscience traversée. Elles se souvinrent que c'était elle qui l'avait placée, retenue dans cette place exposée, presque forcée à sa faute. Le soir même, la plus jeune sœur de Germinie l'emmenait dans la rue Saint-Martin, chez une repriseuse de Cachemire avec laquelle elle logeait et qui, presque folle de religion, était porte-bannière d'une confrérie de la Vierge. Elle la mit à coucher avec elle par terre sur un matelas et, l'ayant là toute la nuit sous la main, elle soulagea sur elle ses longues et venimeuses jalousies, le ressentiment des préférences, des caresses données à Germinie par sa mère, par son père. Ce furent 1000 petits supplices, des méchancetés brutales ou hypocrites, des coups de pied dont elle lui meurtrissait les jambes, des avancements de corps avec lesquels peu à peu elle poussait sa compagne de lit par le froid de l'hiver sur le carreau de la chambre sans feu. Dans la journée, la repriseuse s'emparait de Germinie, la catéchisait, la sermonnait, elle lui faisait, avec le détail des supplices de l'autre vie, une épouvantable peur matérielle de l'enfer dont elle lui faisait toucher les flammes. Elle vécut là 4 mois, enfermée, sans qu'on lui permît de sortir. Au bout de 4 mois, elle accouchait d'un enfant mort. Quand elle fut rétablie, elle entra chez une épileuse de la rue Laffitte et elle y eut les premiers jours la joie d'une sortie de prison. 2 ou 3 fois, dans ses courses, elle rencontra le vieux Joseph qui voulait l'épouser, courait après elle. Elle se sauva de lui. Le vieillard ne sut jamais qu'il avait été père. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc Germinie Lacerteux, un livre des frères de Goncourt. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux #VPN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez.